Saviez-vous que les Comores, c'est assez particulier, elles partagent avec les États-Unis le fait d'avoir déclaré unilatéralement leur indépendance? Ça s'est passé le 6 juillet 1975. Oui, effectivement. Et c'est justement ce chemin vers l'indépendance qui est loin, très loin d'avoir été simple. On va regarder ça de plus près aujourd'hui. Un processus qui a mené, au final, à une partition de l'archipel. Avec Mayotte, qui a choisi un destin différent. Tout à fait. Pour y voir plus clair, on s'est basé sur pas mal de choses, des articles de Maziwa Comores, Abariza Comores, Comores Droit. Il y a aussi une retranscription d'un entretien de TV5 Monde avec Rémi Carayol, des archives de l'ONU, de HAL et une analyse d'Afrique 21. L'objectif, c'est vraiment de décortiquer les moments clés, les arguments qui expliquent cette déclaration unilatérale et la séparation de Mayotte. En se basant sur ce que disent ces sources, bien sûr. Alors, pour bien comprendre, il faut peut-être rappeler l'unité de l'archipel au départ. La France administrait Grande Comore, Anjouan, Mohéli et Mayotte comme un seul bloc, non? Exactement. Une entité reconnue par la loi de 1946, il y avait une unité géographique, sociale, culturelle. Même langue dominante, même religion, l'islam. Mais cette unité administrative n'a pas empêché la montée d'un désir d'indépendance. Non, ça a germé progressivement. On voit émerger des mouvements comme le Molinaco dès les années 60. Faut dire que le contexte international était à la décolonisation et la fidélité initiale des Comores à la France n'avait pas été très récompensée, disons. Et puis il y a eu les accords de juin 1973. Là, ça semblait avancer, non? Oui, il y a un moment important. Paris accepte le principe d'une indépendance, négociée par Ahmed Abdallah, qui était à la tête du gouvernement local à l'époque. Indépendance sous 5 ans, avec une consultation de la population. Une consultation. Et c'est là qu'il y a un détail important, non? Ce n'était pas techniquement un référendum. Tout à fait. C'est une subtilité juridique, mais elle est capitale. La France n'était pas légalement liée par le résultat global de cette consultation du 22 décembre 1974. La loi qui organisait le vote, elle prévoyait bien un décompte île par île. Ah oui. Mais une proclamation globale des résultats. D'ailleurs, un amendement pour que le vote soit pris en compte île par île avait été rejeté au Parlement français. C'est dire. Et les résultats, ils ont donné quoi? Massif. Pour l'ensemble, 94,56% de oui à l'indépendance. À Anjouan, Grande Comore, Mohéli, c'est quasi 99% de oui. Impressionnant. Mais à Mayotte? À Mayotte, c'est l'inverse. Le non l'emporte à plus de 63%. Avec une participation plus faible aussi d'ailleurs. Comment on explique ce vote si différent à Mayotte? Les sources parlent d'une campagne très très tendue. D'un côté les Soroda pro-français, de l'autre les Serrer-la-Main pro-indépendance. Il y a aussi des accusations d'intimidation, avec le rôle des fameuses chatouilleuses. Les chatouilleuses? Oui, des militantes très actives, connues pour leur méthode de pression en faveur du maintien dans la France. Le climat était vraiment particulier là-bas. D'accord. Mais alors, si le résultat global était si clair, pourquoi la France change d'avis? Giscard d'Estaing avait pourtant dit en octobre 1974 que l'archipel était une seule entité. Oui, c'est le grand revirement. Plusieurs facteurs semblent avoir joué. D'abord, un lobbying intense du mouvement populaire mahorais, le MPM, très pro-français. Ok. Ensuite, des considérations stratégiques sans doute. Garder une présence dans le canal du Mozambique, c'était important pour Paris. Et peut-être des influences en métropole? Oui, on mentionne aussi l'influence de certains courants, y compris d'extrême droite, qui diffusaient l'idée de différences culturelles ou religieuses profondes et irréconciliables entre Mayotte et les autres îles. Des contre-vérités selon certaines sources. Bref, un faisceau de raisons qui pousse Paris à changer de cap. Et ce changement, il se concrétise comment? Par une loi, celle du 3 juillet 1975. Et là, c'est radical. Elle contredit les accords de 73, la loi de 74, et elle impose une nouvelle étape. Un référendum constitutionnel île par île, avant même de parler d'indépendance. Ah oui, là c'est clair. Pour Ahmed Abdallah, ça a dû être vécu comme une trahison pure et simple. Exactement. Il y a un vrai sentiment de trahison, de reniement de la parole donnée. Il essaie de discuter avec Paris, rencontre Chirac, mais Giscard refuse de le voir. La tension monte. Et c'est là qu'il met sa menace à exécution. Voilà. Le 6 juillet 1975, soutenu par les élus des 3 autres îles, il proclame unilatéralement l'indépendance des Comores. Des 4 îles. Il insiste bien là-dessus. Quelles sont les conséquences immédiates de cette déclaration? La rupture est nette. Les élus mahorais, eux, refusent cette déclaration et se placent sous autorité française. Il y a même un coup de force local à Mayotte pour chasser le représentant de l'État comorien sans que la France n'intervienne vraiment. Et au niveau international, l'ONU? L'ONU admet les Comores
Comores, oui, le 12 novembre 1975. Mais, et c'est crucial, dans leurs frontières coloniales, donc avec les 4 îles. D'ailleurs, l'ONU va condamner régulièrement la présence française à Mayotte jusqu'en 1994. La France, de son côté, utilisera son veto au Conseil de sécurité en 1976 pour bloquer une résolution qui condamnait les référendums séparés qu'elle organisait à Mayotte. Est-ce qu'il y a eu des tentatives de dialogue après ça, pour recoller les morceaux? Oui, il y en a eu fin des années 70, début 80. Mitterrand, en 81 par exemple, réaffirme le principe de l'unité comorienne, tout en insistant sur le droit des Mahorais à l'autodétermination. Un équilibre pour le moins précaire. Et l'entretien avec Rémi Carayol, il apporte quel éclairage sur la vision de Mayotte? Il parle de colonisation consentie. C'est fort comme terme. Il explique que le choix de Mayotte est le résultat d'un vrai travail politique local pour rester français, en opposant la colonisation française à une supposée colonisation comorienne. Mais il souligne aussi que la situation actuelle à Mayotte est compliquée, même après la départementalisation en 2011. Oui, il pointe un sentiment d'échec chez beaucoup, face à l'insécurité, aux problèmes sociaux, une tension entre le statut officiel de département français, une réalité parfois perçue comme encore coloniale, avec en plus un discours xénophobe anticomorien assez présent. Il évoque même une troisième voie possible. C'est ça, une voie étroite, basée sur un dialogue régional, pour essayer de dépasser les blocages, les rancœurs. Une idée intéressante. Donc, si on essaye de résumer ce qu'on a vu, on a vraiment une tension entre deux principes forts. Exactement. D'un côté, le principe de l'intégrité territoriale des anciennes colonies, soutenu par les Comores, et l'ONU. Et de l'autre, le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, l'autodétermination, invoqué par la France et les Mahorais pro-français. Avec cette fameuse consultation de 1974, un peu ambiguë. Et surtout, la loi française de juillet 1975 qui a vraiment mis le feu aux poudres et acté la rupture. Une décolonisation qui laisse des traces profondes encore aujourd'hui. Et pour finir, peut-être une question à méditer. Ce concept de colonisation consentie, qu'est-ce qu'il nous dit sur la manière dont on raconte l'histoire de la décolonisation? Et est-ce que cette idée d'une troisième voie pour Mayotte, basée sur le dialogue régional, pourrait être une piste pour d'autres situations de territoires fragmentés par l'histoire coloniale? Voilà, de quoi poursuivre la réflexion.